Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot qui va retracer cette 21e journée de Ligue 1. Pour ce podcast, je suis pas tout seul, bien évidemment. On n'est pas quatre non plus, on est cinq puisqu'on accueille un nouveau venu, Doumam. Salut Doumam. Salut les gars, super content d'être là. Voilà, je suis petit nouveau, Doumam. Super content d'être sur le podcast et j'espère que vous allez aimer et qu'on a plein de choses en plus à se dire. Donc super content de faire partie de l'équipe en tout cas. Avant de présenter les habitués, j'ai envie de dire, est-ce que tu veux un peu te présenter? Qu'est-ce qui t'anime dans le football, si je peux dire? Bah en fait, moi là depuis, je regarde le foot depuis que j'ai 10 ans. Ça fait près de plus de 20 ans que je regarde ça et un grand fan de foot. Ce que j'aime, c'est de plus en plus analyser le football et ben voilà, on va essayer de parler de choses qui changent un peu. On va parler de vrai foot. On va pas parler d'histoires qui sont autour du football. Et c'est vraiment ce qui m'anime, la tactique, aussi un peu les coulisses, mais vraiment en termes d'organisation, de structure au niveau du football. Et voilà, le football est en train de changer, le football est en train d'évoluer, donc c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'anime. Et voilà, encore merci de me faire partager ma passion avec vous. Alors, en parlant de vrai foot, j'imagine que tu fais référence à Lucas, supporter de l'OM, heureux en ce moment. Salut Lucas, ça va? Bonjour à tous, Lucas, supporter de l'OM, et un peu frustré. On va dire que c'est une période un peu compliquée, mais je suis content parce que Maxime, voilà, j'arrive à rendre heureux Maxime. Je me console comme ça. Bah Maxime, vas-y, je te laisse la joie de te présenter aujourd'hui. J'imagine qu'on a un monégasque heureux. Heureux, comme tous les week-ends maintenant en 2021, puisque Monaco est toujours invaincu, donc forcément avec le sourire pour ce podcast. Et il y en a un qui est heureux parce que le Nîmes Olympique n'a pas joué, donc pas perdu de points. Salut Leandro. Non, il y a un complot, mec. Je le redis, c'est pas normal qu'on joue pas contre Lorient. On était en bonne forme. La Ligue nous déteste. Et voilà. Attends, Nîmes est en bonne forme parce qu'il y a eu une victoire, c'est ça? Bien évidemment. Attends, on a quand même battu le Grandé Olympico de Marseille. Donc bon, ça jouait comme Marseille Consola, mais on a quand même gagné, tu vois. Donc non, c'était sympa. Ouais, le Nîmes Olympique dérange dans sa course au maintien. On est le nouveau Bastia, quoi. C'est horrible. Ah oui, les grands mots tout de suite. Bon, avant d'analyser, on va pas se mentir, les trois gros matchs du week-end, on va faire un point sur les résultats complets. La 21e journée a commencé vendredi avec un choc Paris-Montpellier et Paris s'est facilement imposé 4-0. Les Parisiens ont été aussi aidés par l'exclusion de Jonas Oblin très tôt dans le match, mais on en reparlera tout à l'heure. Samedi, le RC Lens s'est incliné à domicile face à l'OGC Nice. C'est quand même un résultat surprenant pour des Lensois qui étaient en forme et puis Nice qui était catastrophique depuis 2-3 mois. Le soir même, Monaco s'est imposé 3-1 face à l'Olympique de Marseille. On en reviendra en longueur tout à l'heure avec Maxime et Lucas notamment. Dimanche à 13h, Bordeaux s'est imposé 2-1 face à Angers. Bordeaux enchaîne sa 3e victoire. Et puis peut croire petit à petit à une place dans le top 10 et pourquoi pas chatouiller les équipes dans la course à la Ligue Europa. À 15h, on a eu que 3 matchs puisque Nîmes, Lorient était reporté comme l'a dit Leandro. Dijon a fait match nul 1 partout face à Strasbourg. Metz s'est imposé 2-0 face au FC Nantes de Raymond Domenech. Pour l'instant, Leandro, tu tiens bon avec ton pari que Nantes n'aurait pas 3 points avant la fin janvier. Et puis on va dire que hier, il y avait pas trop de débat entre les Nantais et les Messins. Et pendant ce temps-là, le Stade de Reims s'est imposé 1-0 face au Stade Brestois. Nos chouchous du podcast traversent une mauvaise passe en ce moment. Enfin, c'est une mauvaise passe, mais c'est surtout de la malchance, on va dire, puisque Brest n'arrive pas à concrétiser ses actions en ce moment. À 17h, le Stade Rennais s'est incliné 1-0 face à Lille dans un choc de la 21e journée. Joe David, encore lui, a été en grande forme et a inscrit le but de la victoire. Et enfin, 21h, en derby, j'allais dire, avec de la saveur pour les Lyonnais, même s'il manquait les supporters. Une victoire 5-0 à Geoffroy Guichard, la 2e en 3 ans. Une gifle annoncée par Leandro Prono la semaine dernière. Non, il y avait tout simplement, il y avait pas de débat. De toute façon, allez, Saint-Etienne a tenu 2-3 minutes. Il y avait une première action par Moefek et puis après Lyon a déroulé. Mais on reviendra sur ça tout à l'heure, sur la prestation lyonnaise et les galères stéphanoises. Mais avant ça, on va partir tout de suite sur ce PSG Montpellier. Lucas, toi qui as vu le match et qui l'a fait pour Médine, tu veux un peu raconter le scénario de ce match?
Ouais, t'as répété, t'as dit l'événement principal de la rencontre, c'était l'expulsion qui arrivait assez tôt de Omlin qui sort dans les jambes de Mbappé en dehors de sa surface, je crois, ouais. Et l'arbitre met jaune, ensuite finalement l'expulse en voyant la VAR, c'est une décision assez logique. Et après derrière, déjà que le match prenait la direction d'une domination parisienne, bon bah là, c'est simple, ils finissent la rencontre avec 26 tirs, ils passent l'intégralité du match dans la surface de réparation Montpellier-Rennes. Ils ont tenu mine de rien, ils se prennent un but, mais après jusqu'à l'heure de jeu ça tient. Et puis en 3 minutes, les Parisiens mettent 3 buts et c'est fini. Individuellement, on a vu ce qui se répète chaque week-end avec Montpellier et dont on parlait le week-end dernier. Lundi dernier plutôt, c'est cette défense qui bon là ils pouvaient faire en plus c'est la partie de Montpellier qui allait avoir beaucoup de travail. Mais ouais, c'est une passoire quoi. C'est collectivement, il y a aucune homogénéité. Je sais pas s'ils se parlent, ils sont mal alignés sur Hilton est 1 mètre en retard lors de l'expulsion de Omlin. Donc s'il y avait eu hors-jeu, déjà le match aurait peut-être été complètement différent. Et ouais, individuellement il y a des erreurs, des mauvaises relances. En plus là il y avait un pressing assez haut, donc il paie un travail qui ne progresse pas en défense depuis plusieurs semaines. Puis de toute façon Montpellier arrivait, j'allais dire, avec le bâton pour se faire battre. Ils alignent 6 jours à vocation défensive, et si je compte pas Damien Le Talep là-dedans. Enfin, tu sentais que Michel Darzacarian avait peur de cette rencontre et qu'il a essayé à tout prix de blinder les côtés, parce que s'il y a pas beaucoup de la patte Pochettino pour l'instant, mais les seules prémices du jeu qu'on voit ces derniers temps, c'est justement ces latéraux très hauts sur le terrain avec Florenzi et Kurzawa qui sont justement, j'allais dire, à leur meilleure place pour exploiter toutes leurs qualités, parce que c'est pas vraiment des défenseurs, ils sont meilleurs attaquants que défenseurs, on va dire. Et du coup, au final, Montpellier, c'est tiré de balle dans le pied tout seul. Toi, Maxime, qu'est-ce que t'en as pensé globalement aussi de ce match? Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse un peu globale? Oui, tout à fait. Je pense que Montpellier, voilà, on en a déjà parlé, on va pas revenir là-dessus. La défense était catastrophique, mais je voulais surtout souligner le bon match d'équipe à Paris. On a souvent vu des individualités s'exprimer, et là, on a vraiment vu, 11 mecs qui se battaient les uns pour les autres, et une action qui m'a fait plaisir, c'est le 4e but. C'est Neymar qui va récupérer un ballon. On l'a souvent pointé du doigt pour son absence de tâches défensives. Là, il récupère un ballon, il le transmet parfaitement à Icardi, et Icardi, même devant le but qui aurait pu s'offrir un doublé, non, il décale Mbappé qui avait déjà marqué, mais pour le remettre en confiance, doublé. Donc vraiment une prestation aboutie, certes à 11 contre 10, mais on aurait quand même pu penser que le PSG allait se dire ok, ça va être 11 contre 10, ça va être facile, pourquoi pas faire un exploit individuel. Non, pas du tout, ils ont joué en équipe et c'était très appréciable. Leandro Paredes a été excellent, de nombreuses passes qui ont cassé les lignes. Donc non, franchement, c'était un super match du PSG. Surtout que Paredes, ils lui ont laissé aller 2 mètres devant lui pour pouvoir lui lancer les actions. Il était dans un fauteuil, personne le pressait. Au final, c'était facile pour lui de pouvoir organiser le jeu avec Verratti à ses côtés. Toi, Doumam, t'en as pensé quoi? On va pas trahir un petit secret. Enfin, je peux le dire, tu suis beaucoup Montpellier le PSG, justement. Ouais, c'est clair. T'es content du PSG, t'es triste pour Montpellier. Comment tu sors de ce match-là, toi, justement? Moi, quand c'est les deux équipes, moi, c'est les deux clubs que je supporte depuis que je suis tout petit. Donc, quand c'est des matchs comme ça, je regarde vraiment les deux équipes. Et côté parisien, ce que je remarque, c'est que vraiment, effectivement, je reviens sur ce que disait Lucas tout à l'heure, c'est vraiment une équipe collective qui commence vraiment à s'imposer dans ce championnat de France. On a vu qu'elle avait un petit peu des problèmes auparavant, mais là maintenant, elle commence vraiment à s'imposer en équipe. Effectivement, on voit bien que Paredes et Verratti, c'est super complémentaire. On s'y attendait pas. Moi, personnellement, je m'y attendais pas en tout cas. Mais là, on voit que Paredes, qui est un peu plus dur sur l'homme, qui va récupérer les ballons, qui va venir gratter les ballons. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, on a vraiment un Verratti qui est à côté et qui travaille super bien, quoi. Et ce qui est bien aussi avec Verratti, c'est que là, il commence à tenir sur la durée dans les matchs. Quoique là, ça fait quand même 6 matchs où il joue 90 minutes. Ouais. 7e match où il joue 90 minutes. Ça, c'est super. Je pense qu'il est un peu moins embêté par les blessures.
Après, côté Montpellier, voilà, moi, je pense que la sortie d'Omlin, c'est la bonne sortie. Il doit le faire. Maintenant, après, bon, après, voilà, on va pas se cacher, c'est le tournant du match. Je pense que sur l'action, Mbappé, effectivement, il joue super bien le coup. Mais dès que on voit que, comment il s'appelle, Pedro Mendes lève la main, mais Hilton est beaucoup trop en retard. Donc c'est un vrai problème par rapport à ça. Non, moi, en vrai de vrai, comme vous avez dit, je trouve que Montpellier, depuis le début, ça n'a pas été beau à voir. Je pense que il y a quelque chose qui doit se passer sûrement en interne ou quoi. C'est pas normal, une équipe qui jouait si bien en début de saison, tu vois. Ça fait combien de matchs là sans victoire? 6, non? 7. 7. 7 matchs sans victoire. Tu vois, 7 matchs sans victoire. Enfin, je pense que. C'est pas normal. Ouais. Bah ouais, c'est obligé qu'il y ait quelque chose. Et puis au final, on a vraiment retrouvé un Paris Saint-Germain qui a fait tout ce qu'il fallait, tu vois, qui trouvait les bonnes passes. Certes, en première mi-temps, ça finit sur un petit 1-0, mais franchement, moi, c'était certain que ça allait dérouler, tu vois. À aucun moment, je pense que Montpellier, on s'est dit, ouais, il y a moyen que Montpellier revienne comment dire, dans la partie. Ouais, tout simplement. Ouais, de toute façon, dès les premières minutes, tu sens que ça va être une attaque défense au final. Ouais, et puis. Il y a des matchs comme ça que tu sens que Montpellier arrivera pas du tout Après. À attaquer, quoi. Enfin, non, mais en plus, quand tu vois comme Omlin se prend un carton rouge, enfin, moi je crois que là, le match s'est directement décidé, tu vois. Genre, je pense pas qu'il y ait ne serait-ce qu'un Montpellierin qui s'est dit, ouais, il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Enfin, c'était déjà comment le match il était, alors que c'était 11 contre 11. À partir du moment où c'était à 10 du coup contre 11, c'était foutu, quoi. Ouais, on a un problème avec Hilton, je pense, cette année. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hilton, avec tout le respect qu'on a pour lui, là en ce moment, clairement, à chaque fois qu'il joue, ça va pas du tout. Il est dépassé. Là, clairement, c'est lui qui est fautif. Moi, je pense que c'est pas Omlin, parce que j'ai parlé un peu avec des gardiens qui disent que non, Omlin doit sortir, parce que on a à peu près, on en reparlera peut-être plus tard, dans Saint-Étienne, justement Saint-Étienne-Lyon, où à un moment Moulin sort justement devant Toko Ekambi, c'est à peu près la même configuration. Toko Ekambi donc n'arrive pas à marquer, Moulin fait l'arrêt, et là c'est à peu près la même chose, sauf que là il y a un problème d'alignement en fait avec Hilton. Hilton doit monter bien plus haut. S'il y a hors-jeu, c'est fini, c'est un autre match, et ensuite c'est pas la même chose. Donc là effectivement il y a un problème Hilton. Je sais pas comment le groupe gère ça en interne, je sais pas comment le coach va gérer ça. Mais effectivement, sur ce but-là, il est fautif. Après, c'est peut-être compliqué aussi de le mettre sur le banc et de dire que peut-être qu'il a pas sa place. Je sais pas, mais en tout cas, clairement, sur ce but, pour moi, c'est lui le fautif. Problème d'alignement et le pauvre Omlin qui essaye de sauver la baraque, mais face à des joueurs qui sont tellement rapides, avec un Mbappé qui a repris des jambes, qui est là clairement joue super bien le coup sur le but et sur les autres buts et dans tout le match, qui a bien pris la profondeur, qui a joué beaucoup plus simple que d'habitude, et avec Neymar aussi qui est en jambes et tout. Voilà, quand ces joueurs-là sont au top, et en plus de ça, qui jouent en équipe, c'est vrai que Paris est un peu injouable quand même. Toi, Maxime, justement, tu voulais parler de Mbappé, je crois. Ouais, mais voilà, Doumam, il a tout dit en fait. Mbappé, il est revenu aux fondamentaux, à ce qu'il savait faire. La prise de podcast. Je sais pas. Hein. Tiens, mais tu vois, la prise de profondeur, des passes simples, pas de dribble inutile, propre. Ce qu'on demande, ce que le Paris Saint-Germain demande à Mbappé et ce qu'il doit apporter aux joueurs parisiens. De la profondeur, devant le but, il a été bon. Franchement, pour moi, c'est un des hommes du match. Et tu vois, la semaine dernière, on se demandait comment il gérait ça. Au micro, c'est du Canal Plus ou de Téléfoot, je sais plus, après match. Ouais, il a fait les deux, de toute façon. Il a fait les deux. Tout simplement dit que, de toute façon, il était conscient que, sur ces dernières semaines, il était moins bon et qu'il était capable de se dire ça. Donc, c'est déjà bon signe qu'un joueur puisse faire son autocritique, parce que c'est aussi ça, être un joueur intelligent, c'est savoir quand on est bon et quand on ne l'est pas, savoir jouer sur ses forces et savoir quelles sont ses faiblesses pour pouvoir progresser là-dessus. Et donc là, sur ce match-là, il a bien rebondi, et c'est de bon augure pour le Paris Saint-Germain, qui reprenne confiance avant des grandes échéances en février prochain, notamment en Ligue des Champions. Justement, j'ai un petit débat un peu parallèle sur ça. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces joueurs qui prennent la parole, j'allais dire, quand tout va bien, tu vois, alors qu'Mbappé avait peut-être l'opportunité de la prendre avant? Est-ce que vous comprenez qu'il attendait le fait de marquer un doublé, qu'il attendait le bon match pour parler, ou est-ce que t'aurais préféré, tu vois, qu'il accepte de parler genre la semaine dernière ou la semaine d'avant en disant ouais, je suis pas bon en ce moment,
Tu vois, est-ce que il aurait pas pu prendre la parole avant? Est-ce qu'il a bien fait de la prendre à ce moment-là? Alors moi, j'ai mon avis. J'ai mon avis là-dessus. Vas-y. Franchement, Mbappé, on sait tous, hein, on va pas se mentir, c'est un pro de la communication. Il sait très bien tout ce qu'il dit, il sait très bien tout ce qu'il fait. Alors moi, ce que je remarque dans ces déclarations, c'est que déjà la première chose qu'on lui dit quand on lui demande, c'est il dit que j'ai pas été bon. Donc ça c'est bien aussi, effectivement, c'est super. Sauf qu'ensuite, après, on lui parle à Téléfoot, on lui demande par rapport à justement à ses performances, et il dit, moi je sais que voilà, je connais mon pays, je sais que dans mon pays, je vais me faire critiquer, etc., etc. Donc voilà, il a balancé quand même un petit scud à tout le monde, voilà, un petit tacle, pour que justement tout le monde se dise, ah ouais, quand même, voilà, il a du caractère, etc. C'est-à-dire qu'on va pas le critiquer? Alors, je pense que lui n'accepte pas. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui aime la critique en règle générale. À mon avis, c'est mon avis. Hein. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui supporte qu'on passe à la télé et qu'on vienne le critiquer. C'est mon avis parce qu'effectivement là, il fait clairement une réponse par rapport à tous ses détracteurs. Et sur le terrain, non, mais après je peux comprendre que il parle pas quand il se sent pas bien. Je pense que ça se comprend. Quand on n'est pas bien, on va pas venir à la télé et dire qu'on n'est pas bien. Dans le milieu du foot, on sait très bien que le mieux, c'est quand même de ne pas parler quand on se sent pas bien et de se réfugier dans le travail, comme il l'a dit. Donc voilà, il faut faire c'est bien Mbappé, on sait très bien que c'est un superbe produit marketing. C'est quelqu'un qui passe à la télé, qui va pas forcément dire des choses sans que ce soit super méga calculé. C'est un pro de la com à son âge, et c'est très rare d'avoir un joueur comme ça qui est pro de la com à son âge. Donc il sait très bien tout ce qu'il fait. Donc il a pas parlé parce qu'il se sentait pas bien. Et là maintenant que voilà, il sort d'un doublé, il sort d'un gros match, il vient et il parle et il règle un peu ses comptes et il dit aussi que qu'il va peut-être pas prolonger, etc., etc. Enfin voilà, ça se voit que il est venu pour faire passer des messages. La preuve, tout le monde en parle. Là on regarde maintenant tous les médias qui disent est-ce qu'Mbappé va prolonger ou pas. Voilà. Donc par exemple, tu vois, dans une situation qui va mal, tu vois, par exemple, hier, Denis Bouanga a le cran de venir au micro de Téléfoot, tu vois qu'il en a pas envie, que ça le... Comme Mandanda à Marseille, par exemple. Aussi. Ça le saoule. Ouais, mais tu vois, hier, Bouanga, il est pas titulaire pour question de Covid, enfin, qui revient de Covid, il rentre, il est pas très bon, il met un but contre son camp, ils viennent de prendre 5-0, lui, tu vois, au moins il y va, quoi. Après, je dis pas que c'est forcément le bon exemple, tu vois, mais est-ce que tu vois, t'as deux exemples qui prennent deux tournures différentes. Toi, Maxime, t'en penses quoi, toi, justement, de ce débat un peu sur la communication des joueurs, je veux dire par temps de crise ou pas? Pas vraiment d'avis. Après, on sait aussi que c'est les journalistes, ils prennent les joueurs en interview d'après-match selon ce que les chargés de communication et chargés de presse leur envoient aussi. Sûr, donc c'est pas PSG, oui, donc voilà. Non, franchement, pas vraiment d'avis. Je préfère parler de jeu et de souligner sa bonne performance plutôt que ses déclarations d'après-match. Toi, Leandro, tu veux rajouter un petit truc? Je vois ton micro s'allumer, s'éteindre. Non, moi, de toute façon, je trouve que... Enfin, Mbappé, tu vois, après, c'est un peu culotté de venir... surtout lui qui disait vouloir des responsabilités, etc., de venir après un match comme ça. Je pense qu'il aurait pu en parler avant. Mais bon, après, comme il l'a dit, du coup... Attends, j'ai oublié ton nom... Doumam. Comme l'a dit Doumam. Ouais, enfin, de toute façon, tu vois... il gère très bien sa com, donc c'est que tout était calculé. Et puis écoute, s'il voudra partir du PSG, il le fera. Et bon, il a lancé un peu une bouteille à la mer. On verra ce que ça donne après par la suite. Ouais, bon, après ce petit débat parallèle, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce PSG Montpellier, du moins sur le très bon match parisien et j'allais dire la crise qui s'installe petit à petit pour Montpellier, qui, on le rappelle, au début de saison visait clairement l'Europe. Et là, a basculé dans la deuxième partie de tableau. On va passer sur le deuxième match important de cette journée. Je vais laisser Maxime parler d'abord. On va laisser Lucas avoir un peu de repos avant de prendre la parole sur l'OM. Vas-y Maxime, je te laisse un peu raconter ce Monaco-Marseille. Marseille a très bien commencé dans cette rencontre avec Radonjic qui a ouvert le score dès la 12e minute de jeu sur un long ballon de Tchaleta Tsar qui a pris à revers la défense de Monaco, très lente à l'image de Maripane.
Voilà, à ce moment-là du match, on se dit, ok, peut-être que Marseille va refaire le coup comme à l'aller où ils menaient déjà 2-0 au bout de 12 minutes de jeu. Monaco peine vraiment en ce début de match, les lignes resserrées marseillaises empêchent un peu le jeu monégasque de se développer. Et je crois qu'il y a il y a 2 frappes cadrées, il me semble, c'est celle de Sofiane Diop qui est repoussée par Mandanda et une écrasée de Volande. Donc vraiment Monaco passe à côté de sa première période et affiche pas du tout le même visage que les semaines passées. Et heureusement pour Monaco, Maripane va égaliser dès le retour des vestiaires sur un corner, très bien frappé par Golovin. Et Golovin qui va ajouter une deuxième passe D à son compteur, puisqu'à 15 minutes du terme, c'est encore lui qui est au corner pour la tête de Tchouaméni. Un corner qui n'aurait pas dû être tiré, puisqu'il y avait tout simplement pas corner, mais 6 mètres pour l'Olympique de Marseille. Et enfin, en fin de match, Jovetic qui nous a sorti de nulle part un coup franc magnifique, un pétard sous la barre de Mandanda pour porter le score à 3-1. 3 buts sur coup de pied arrêté pour l'AS Monaco. C'était pas du tout le meilleur match du club de la Principauté, mais si Monaco en difficulté, même quand ils perdent ils prennent un but sur le seul tir cadré de l'Olympique de Marseille. Jamais dans le match ensuite Benjamin Lecomte n'a vraiment été inquiété. Donc une victoire selon moi logique. Je sais pas toi ce que t'en penses, Lucas, qui a un autre regard du coup sur ce match. Ouais, c'est ça. L'OM, tactiquement, il y avait des choix assez étranges parce qu'il y avait beaucoup d'absences et donc il y avait des joueurs qui étaient soit pas à leur poste, soit comme Lirola qui faisait seulement leur second match en tant que titulaire. Mais le début de match était pourtant intéressant dans l'état d'esprit. Ils étaient là, ils sont allés chercher les Monégasques assez haut. Ensuite, l'ouverture du score, on se dit que ça va peut-être leur donner de la confiance, mais au contraire, ça réveille des vieux démons et ça oblige les joueurs à se dire bon, il faut qu'on préserve ce score au lieu d'aller chercher le second but. On essaie de rester très bas, de couper le maximum de lignes de passe et en plus Monaco en face monte de plus en plus en puissance, mais c'est pas incroyable comparé à ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Mais face à cet OM là, ça fait la différence et tu fais des erreurs bêtes sur coup de pied arrêté 2 fois. L'une c'est Alvaro qui, je sais pas ce qui se passe, glisse au duel avec Maripan et au second, je sais pas si tout le monde l'a vu, je pense cette photo où il y a 6 joueurs de l'OM qui défendent sur deux monégasques. Tu peux la regarder pendant 3 heures, c'est impossible d'expliquer comment on peut arriver à ça. Il y a 6 mecs qui défendent 2 joueurs. Mais c'est une image qui résume un peu l'OM de ces derniers temps. C'est des mecs qui manquent de confiance, qui ont, je pense, lâché un peu leur entraîneur, parce qu'ils font preuve d'aucun caractère, ni à l'égalisation, ni au 2-1, et encore moins au 3-1, quand il restait plus que 2 minutes. Donc, c'est très inquiétant pour la suite. Je voulais savoir, toi, ce que tu avais pensé du match de Cuisance. Moi, je l'ai trouvé vraiment positionné déjà en numéro 10, que c'est pas son poste, mais il a vraiment traversé ce match, mais comme un fantôme. Et je trouve, on en a pas beaucoup parlé, mais depuis son arrivée à l'OM, c'est pas vraiment le joueur qu'on attendait. Je trouve qu'il a vraiment aucune influence sur le jeu marseillais. Et tout le long du match, là, il a été totalement éteint par la paire Fofana-Tchouaméni qui a été excellente dans ce match. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je te rejoins à 200%. Quand le peu de fois où je le voyais avec un ballon dans les pieds, je me suis dit putain, finalement Morgan Sanson est pas parti, il est encore là. C'est le même truc. Non mais c'est vrai, il était jamais au bon endroit. Il arrivait pas à apporter que soit je sais pas avec un petit peu de technique ou en cassant les lignes avec des passes ou quoi. Il arrivait pas à apporter. Il était transparent. Donc t'as entièrement raison. Pour donner juste un élément de réponse, mais c'est en tout cas les dernières infos qu'il y a autour de lui, c'est qu'il a, ce qui paraît, un gros problème, un gros retard dans sa préparation. Et c'est vrai que quand tu le vois, tu regardes les gros plans sur lui, à la 10e minute, il est tout rouge, il est mort, il est carbonisé. À ce qui paraît, il est vraiment pas en forme. Physiquement, c'est fin janvier quand même. C'est le seul truc, mais c'est en tout cas ce qui se dit. C'est le même préparateur physique que Payet. Justement, et je vais donner l'information, je vais aussi donner peut-être la solution, c'est qu'il vient de prendre
un préparateur physique qui est assez connu, qui bosse sur Nancy. Et donc bon, c'est a priori en tout cas le problème ciblé du côté de son entourage et aussi du staff de l'OM, comme quoi il faut qu'ils se remettent en jambes. Mais il y a aussi un problème, mais après ça c'est un peu un problème qu'on imputera plus à André Villas-Boas, c'est tactiquement, il y a beaucoup de joueurs, dont lui, qui sont jamais à leur place sur le terrain. Ouais, ils sont perdus. Et ouais, tout le monde est à l'envers. Quand le ballon est à droite, tu regardes tous à gauche, tu sais pas pourquoi. Toi, Léandro, t'as pensé quoi, toi, globalement? Moi, je suis totalement d'accord avec Lucas. Et je trouve qu'un truc qu'on n'a pas souligné, c'est que je pense que André Villas-Boas est vraiment arrivé à la fin d'un cycle. Je crois que il paraît. Un an et demi quand même, c'est court. Hein. C'est les cycles des entraîneurs à l'OM. Tu sais, à l'OM, c'est pas mal déjà. Hein. À l'OM, c'est pas mal à moins 1 an et demi. Hein. On se rapproche des cycles de Valdemar Kita là quand même. Non mais attends, ça, c'est pas celui des 10 dernières années qui est resté le plus longtemps. De quoi? C'est Deschamps qui est resté le plus longtemps. C'est Deschamps qui est resté le plus longtemps. Ouais, 3 ans. Donc non mais tu vois, genre moi je pense qu'il y a une rupture totale. Je pense qu'AVB il a perdu confiance en ses joueurs quand il a vu certaines prestations. Puis en plus, j'ai pas l'impression que les embrouilles en interne, que ce soit avec Thauvin, Payet, tout ça là, arrangent la situation. Et non, je pense que un changement d'entraîneur va sûrement se préciser. On parlait du départ de Thauvin encore hier. Normalement, là cet hiver, ça me fait pas non plus, ça me fait pas non plus, comment dire, je suis pas surpris, tu vois. Et puis même il y a des candidats quand même pour l'instant, c'est quand même le calme plat autour de Thauvin. Ouais, mais on sait quand même ses ambitions. Enfin, s'il veut pas prolonger à l'OM, c'est parce qu'il estime pouvoir atteindre plus. Et je pense que tu regardes ses prestations dernièrement, vu le salaire que l'OM lui a proposé quand même, c'est difficile d'espérer plus, à part un club, j'allais dire de milieu de tableau de première ligue, un peu comme Sanson avec Aston Villa. Attention, on a vendu Bounassar au Bayern Munich et Marley Ake est en train de partir à la Juve. À tout moment, Thomas, c'est Barcelone. La Juve 23, la Juve 23, faut faire attention à tout ça. Les Barcelone 23 aussi. Non mais en vrai de vrai, moi je pense que il risque vraiment de partir, peut-être pas en Angleterre. Enfin, je pense pas que l'Angleterre ça va le prendre, mais je pense que tu sais la piste, quand on entendait beaucoup parler de l'AC Milan, la piste Séville et tout, moi je trouvais ça intéressant pour lui, tu vois. Que ce soit dans. Ouais, moi je trouvais que ils vont attendre 6 mois, hein. Ils vont attendre 6 mois. Ouais, je pense aussi. Mais peut-être pas, si ça se trouve. Si ça se trouve, regarde. Les leaders, ils ont aucun intérêt à le chercher maintenant. Hein. Mais justement, regarde, si ça se trouve là, Pablo Longoria, comme il a dit, s'ils arrivent à se mettre d'accord et qu'ils se barrent 6 mois là, avant la fin de son contrat, je pense pas que lui, il veut repartir d'une feuille blanche, Longoria. Et Thauvin, il veut pas être à l'OM. Donc, si c'est pour continuer dans l'instabilité, autant le laisser partir 6 mois plus tôt. Puis quoi qu'il arrive, tu finiras pas par toucher dessous. Et puis, tu t'en fous, tu vois. Ouais, faut que tu arrives à le convaincre faut que tu le forces à partir, quoi. Donc, non, mais je pense que, mais lui, il serait intéressé parce qu'il va se retrouver avec directement la prime 6 mois. Il fait une croix sur des indemnités de transfert qui vont être énormes et il va avoir le club sera forcé, je pense, le club dans lequel il pourrait partir cet hiver potentiellement sera inférieur à ceux qui se présenteront cet été. Enfin, c'est pas sûr, hein, mais logiquement. Je sais pas. Par exemple, après, on peut se poser la question de quel club va avoir envie de recruter Florian Thauvin. Non, mais ce qu'a dit Leandro, je parle pas du top européen. Tu vois, Leandro disait en Angleterre, mais oui, en Angleterre, ils vont pas le prendre. Rappelez-vous son expérience totalement manquée à Newcastle. Je pense pas que des clubs anglais aient envie de retenter le coup avec Thauvin. Ouais, je pense pas que l'Angleterre ce soit son style de jeu déjà. Après, il y a une autre question avec le Brexit, que le nombre de transferts venus de l'étranger va drastiquement se réduire. Mais en Italie, c'est pareil. Au Milan, d'accord, oui, je pense qu'il aurait sa place. Il peut quand même concurrencer des mecs comme Castillero ou Salemaker. Mais attention, c'était pas Marcelo Bielsa qui était à la recherche d'un ailier droit. Non, mais le Milan et Séville, par exemple, ils vont attendre 6 mois. C'est des clubs qui comptent un peu leurs sous dernièrement. Ils ont aucun intérêt à payer même 2-3 millions d'euros à l'OM pour lâcher Thauvin 6 mois avant. Tu vois, le Milan qui est premier, je pense pas qu'ils aient besoin de Thauvin maintenant. D'autant plus qu'il y a le grand Ibrahimovic qui brille semaine après semaine. Et toi, Douma, on t'a pas entendu sur ce Marseille-Monaco? Ouais, alors... Vas-y, je t'en prie. Alors, sur ce Marseille-Monaco, vraiment, moi, j'ai aimé ce match, déjà, dans un premier temps. Ensuite, alors, ce qui était intéressant, comme l'a dit tout à l'heure notre ami, ce que j'ai aimé, moi, c'est que, dans un premier temps, en première mi-temps, on a vraiment un bloc très haut de Monaco
et voilà la profondeur qui est prise par Radonjic. Radonjic, que moi c'est un joueur que j'adore, franchement. Je trouve que c'est le seul joueur qui, même si c'est un intermittent du spectacle, c'est vrai, mais c'est le seul joueur qui arrive à faire des différences. C'est le seul joueur qui fait des différences à Marseille. C'est le seul joueur qui vient, qui provoque balle au pied. Qui d'autre a provoqué balle au pied contre Monaco? Personne d'autre. Donc là, il fait un super raid, il fait un super appel contre appel, il part dans la profondeur, il va marquer. Je trouve ça génial. Donc ça, c'est le premier point. Même si c'est un intermittent, bon, ben c'est pas grave. Ensuite, on a quand même des bons joueurs du côté de Monaco. On a une super équipe de Monaco avec un milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana, qui pour ma part m'a vraiment impressionné. Et une bonne entrée, je trouve, de Crépin Diatta aussi, du côté de Monaco, une nouvelle recrue qui arrive comme ça et qui veut montrer des choses. Après, c'est vrai qu'il n'a pas forcément fait la différence ou été décisif, mais quand même, on a une vraie envie du joueur de montrer qu'il est là, qu'il est présent. Ça se voit qu'il va apporter quelque chose donc à Monaco. Et du côté de Marseille, on a quand même l'entrée de Milik. C'est bizarre, vous en avez pas parlé. Et à la 60e, cette entrée de Milik, qui, pour ma part, on peut pas forcément dire quoi que ce soit sur le fait, forcément, il a pas eu d'occasion, etc. Mais la pauvreté du jeu proposé par l'OM en deuxième mi-temps, c'est ça qui est inquiétant. Et puis, moi, je trouve qu'ils ont perdu des joueurs, Marseille, qui arrivaient à faire ce pressing, comme Bounassar, comme Ocampos, des joueurs qui venaient et qui étaient vraiment des chiens sur le terrain, qui couraient, qui mettaient de l'intensité. Et le problème à Marseille maintenant, c'est que un joueur, par exemple, va perdre un ballon, l'autre va pas aller le récupérer, ou alors un joueur va dire, va au pressing, ah ben non, c'est toi qui vas, et finalement, personne n'y va. Et c'est ça qui est quand même assez affligeant, quoi, en fait, quand on regarde Marseille, c'est que il y a pas de révolte, il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de contre-pressing, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas vraiment, il y a quelques fautes, mais bon, on a l'impression que c'est plus pour faire semblant. Et on sent une équipe qui manque de confiance. On parlait tout à l'heure de Cuisance. Alors peut-être qu'effectivement, il a un problème physique, c'est possible, mais moi j'ai l'impression qu'on a un joueur qui pensait arriver à Marseille en étant titulaire et qui ne l'est pas, et qui enchaîne les mauvaises performances, les contre-performances, les je rentre un bout de match, je suis pas très bon, et petit à petit, perd la confiance dans la tête. Cuisance, moi, je le suis quand même depuis Mönchengladbach, et au Bayern, il faisait quand même 2 belles rentrées, même si, bon, c'est vrai que c'est pas les mêmes championnats, c'est pas les mêmes équipes. Le Bayern, c'est une équipe super dominante, mais c'était un joueur qui avait quand même du ballon. On le voyait en espoir, c'est un joueur qui a un bon pied gauche, qui était pas mal. Et là, il est perdu sur le terrain. Et je pense qu'en fait, oui, voilà, c'est comme tout ce que vous avez dit. On a un groupe qui vit pas forcément très bien. On sait qu'il y a une grande embrouille entre Payet et Thauvin, qui sont quand même censés être des tauliers du club. Et on a Thauvin, effectivement, qui a demandé à partir. Après, moi, selon mes informations, vraiment, le Milan ne veut Thauvin que cet été. Ça n'a pas parlé d'un transfert ici d'ici l'hiver. Donc voilà, moi je trouve que Monaco est quand même assez impressionnant. Vraiment, moi je m'y attendais pas, mais je les mets dans mon top 3, je pense. Je pense qu'ils peuvent aller chercher la Ligue des Champions, clairement. Ouais, bien sûr. Et avec non, mais vraiment, moi je le dis. Ah, mais moi je te rejoins. J'ai l'impression que Maxime et Doumam vont bien s'entendre. Non, mais Totalement. vraiment, moi je m'y attendais pas, et je pense que c'est là où on voit la différence entre un coach qui a du caractère et qui impose ses idées. Après, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais Kovac, je pense que c'est un coach qui a une stature, qui était un ancien joueur, voilà, qui sort du Bayern. Forcément, au bout d'un moment, au début, c'était un peu compliqué parce que le temps que son système de jeu se mette en place. Mais là, on commence à voir quand même des choses qui sont intéressantes. On commence à voir une paire Tchouaméni, Fofana, je reviens dessus, qui fait vraiment la différence au milieu de terrain, qui ratisse tous les ballons, qui en plus, une fois qu'il récupère le ballon, le redonne propre. Et ça, c'est quand même bien. Même si effectivement en première mi-temps, c'était quand même pas facile pour Monaco. Et on a Ben Yedder, on a Voland, on a Jovetic qui rentre, on a Golovin. Pour moi, Golovin, c'est à la mi-temps. Comment ça se fait que Monaco change comme ça de visage? C'est l'entrée de Golovin, clairement, pour moi. Golovin amène une qualité technique et il se met tout le temps entre les lignes. C'est un joueur super méga intéressant.
et c'est pour moi c'est lui qui fait la différence. Donc voilà ce que j'avais à dire un peu sur ça. Et pour finir sur Milik, je pense que c'est un super attaquant, mais il est pas bien pourvu de ballon. Il a pas de ballon. Il a pas eu un ballon devant le but, un ballon exploitable à donner ou à faire pour pouvoir faire une frappe, pour pouvoir faire une passe, pour pouvoir faire voilà. Pourtant, on sent qu'il rentre avec plein de bonnes intentions, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Tactiquement, ça va pas. Il faut absolument quelqu'un qui puisse. Payet, il est cuit. Il faut arrêter de le mettre sur un côté. Faut qu'il joue en 10. Faut qu'il arrête Villas-Boas de vouloir le mettre sur un côté. Il n'y arrive pas. Mets-le en 10, c'est pas grave. Tu sais que c'est un joueur qui va pas défendre. Au moins, tu dis que les autres vont défendre. Mais lui, au moins, mets-le en 10. Comme ça, il t'amène un peu de touche, un peu de créativité. Ensuite, pour pouvoir mettre Milik en confiance. Sinon, Milik, il va vouloir repartir à Naples, hein, je vous le dis. Et personne n'en a parlé, mais le petit Sofiane Diop, Maxime. Super joueur. Tu veux que j'en parle encore? Moi, je peux en parler des heures, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai que c'est un super joueur. On fait un podcast Sofiane Diop, si vous voulez. Non, mais et encore, tu vois, ce week-end, il a pas livré sa meilleure prestation, mais comme tout le temps, quoi. Non, mais dans la continuité, de jouer vers l'avant. Voilà, c'est ça. C'est ça. Comme l'équipe de Monaco et les jeunes, quoi, ils montent en puissance. Là, on l'a moins vu que ses collègues, Tchouaméni et Fofana, dont je parlais tout à l'heure, mais il a encore été très bon. Que c'est vraiment de bon augure pour la suite, et je rejoins Douba, mais je pense que Monaco, ok, c'est peut-être un cran en dessous de Lille, de Lyon et du PSG, certes, mais attention à ne pas les sous-estimer. Ils pourraient quand même jouer de mauvais tours à une de ces deux ou trois équipes-là, une de ces deux équipes-là du moins, parce que je pense que le PSG finira quand même champion, mais pourquoi pas aller chercher une troisième place qui en début de saison était inespérée. En tout cas, je les vois finir européens parce que il y a un gap énorme entre Rennes, Marseille, Bordeaux et le reste. Et puis on va pouvoir vite enchaîner sur ce Lille-Rennes. T'as Monaco qui enchaîne et qui impressionne de semaine en semaine, et à côté t'as Lille qui gagne hier, c'est pas l'arraché, mais c'était match difficile, délicat, où ils ont pu cette emprise, je trouve, et cette domination qu'ils avaient en début de saison avec ce jeu assez rapide, tu vois. Je les trouve moins tranchants, que ce soit en contre ou sur l'attaque placée. Toi, Douma, justement, t'as vu le match de Lille-Rennes, enfin Rennes-Lille plutôt, on va en parler quelques minutes, mais justement, est-ce que t'es d'accord avec ça, cette baisse un peu de rythme de Lille, ce qui est normal, ils ont eu la Ligue Europa en plus, ils avaient quasiment pas baissé le pied d'août à décembre, et là, ils galèrent peut-être un peu plus à reprendre le rythme effréné qu'ils avaient pendant 4 mois, quoi. Oui, je te rejoins totalement. Je pense qu'ils ont une petite baisse de régime. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y avait pas Yilmaz hier, qui n'a pas joué du match, et je pense que Yilmaz leur fait énormément du bien, justement, pour pouvoir lancer ces contre-attaques fulgurantes. Il te faut quand même déjà des fois un petit point de fixation pour pouvoir garder le ballon, faire monter l'équipe, et justement qu'ils puissent passer sur les côtés. Yilmaz, il a beaucoup manqué hier. Voilà, Ikoné, c'est bizarre, on sait pas, et on sait que c'est un joueur qui est super génial, qui va vite, qui est très fort, mais qui je pense est un peu inconstant. On a Bamba qui est un peu moins bon qu'avant aussi. Donc oui, je pense que c'est physique, et je pense aussi que quoi qu'on dise, là pour l'instant c'est là où on voit la force d'un entraîneur aussi, et là je pense que Galtier vraiment inculque une confiance et une énergie à son groupe, avec ses problèmes incroyables à Lille qui disent d'un coup il y a plus d'entraîneur, d'un coup il y a plus de président, d'un coup il y a des dettes, etc. Enfin on le savait, mais bon, là d'un coup le président s'en va, il y en a un autre, etc. Je pense que quand même ça les a un petit peu malgré tout perturbés, et aussi physiquement aussi, mais voilà, ils tiennent, ils sont là, ils gagnent 1-0 contre Rennes, et après ils tiennent, ils sont là, c'est physique, c'est quand même costaud. Il y a eu quand même des petites occasions pour Rennes, mais ils tiennent. Pas vraiment des occasions franches, mais bon voilà, ils se faisaient un peu balloter. Grenier revient en forme côté rennais, et on voit que il était là et qu'il arrivait quand même à organiser pas mal le jeu de son équipe, même s'il a pas réussi à être décisif. Il leur a fait quand même un peu de mal. Ils ont quand même réussi. Ils étaient plus haut sur le terrain. Mais Rennes, solide, voilà, solide. Là, en l'occurrence, on voit de la solidarité. Ils sentent, je pense, qu'ils sont moins bien en ce moment, mais ils ont quand même réussi à mettre de l'impact, à récupérer des ballons. On voit un Tchelik qui est, je trouve, moins bon à son habitude,
mais qui est toujours là, qui arrive à faire les interceptions qu'il faut. Enfin voilà, je pense que on a cette différence-là. On a un groupe qui arrive et qui fait vraiment la différence par rapport aux autres. Ils sont moins bien, c'est clair, je te rejoins là-dessus, mais je pense quand même qu'ils seront là jusqu'au bout parce que Galtier, parce qu'on se rend compte du travail de Galtier à l'heure actuelle et on le voit de toute façon, surtout quand il y a les célébrations de fin de match. On voit que Galtier, il est là, il embrasse tout le monde. Voilà, je pense qu'ils sont vraiment derrière leur entraîneur. Et c'est un groupe qui vit bien. Voilà, je pense que c'est là. Il y a le retour de Renato Sanchez qui est entré en toute fin de match, qui va aussi faire du bien à Lille pour cette deuxième partie de saison. Je pense qu'on a fait le tour de ce Rennes-Lille. On va pouvoir passer sur la dernière affiche et non des moindres, un derby Saint-Élion de feu, Leandro, enfin de feu du moins que d'un seul côté. Tu veux te lancer dans le récit du match? Ouais, bah écoute, on s'est retrouvé dans un match comme prévu la semaine dernière par Leandro Prono, sans réel adversaire. Voilà, on s'est retrouvé avec un Olympique Lyonnais très dominant dès le début de match, qui a déroulé. Hein, franchement, je crois qu'ils n'ont pas été inquiétés une seule fois du match. À Saint-Etienne après. Ouais, mais bon, une fois, première minute, tu vois, mais dès qu'ils ont... Après le premier but, en fait, on l'a senti que ça allait dérouler et t'attendais juste qu'il y en ait plus, quoi. Le doublé de Marcelo, franchement, je dois l'avouer, je m'y attendais pas. Et puis, voilà, non, c'était une rencontre. Franchement, il y a rien à dire, si ce n'est que, il y a eu une équipe qui a joué et c'était Lyon. Et on voit... j'ai trouvé un commentaire trop intéressant de Zach Nani tout à l'heure sur Twitter, et ça c'est vraiment trop réel. C'est que Rudy Garcia, maintenant qu'il a le temps de poser ses idées, tu vois, genre de les repos, tout ça, l'équipe, on voit qu'à Lyon ça joue trop bien. Et tous les joueurs, genre ça se voit qu'il y a une trop bonne dynamique, ça se voit qu'ils ont tous réussi. Exactement. Ça se voit qu'il y a de la confiance entre le staff, le coach, tout le monde. Et moi franchement, si Lyon fait une bonne saison, je me demande même si tonton Ola s'il voudrait pas rénover. Hein. Impossible. Oula. Trop malin. Le gars qui rentre dans le débat là. Non, c'est impossible. Ola, c'est trop malin. Les mecs, je suis pas sûr. Justement, je sais pas. Pour revenir sur le match, clairement, quand personnellement je vois les deux buts de Marcelo. Ah, exactement, c'est les mêmes. Hein. C'est une faute professionnelle. De toute façon, on voit que Lyon avait clairement bossé la défense en zone de Saint-Etienne sur coup franc. Et au final, c'est un échec cuisant de la part de Claude Puel et tout. Et là, il n'y a pas de question de problème de préparation d'équipe remaniée, parce que la plupart des joueurs, quand par exemple en deuxième mi-temps, la plupart des joueurs étaient là au match aller. Et là, t'as aucune excuse pour te faire avoir deux fois au même endroit par le même joueur, par le même coup franc, te faire avoir dans la profondeur comme ça par Marcelo. Enfin, là, c'est clairement deux fautes professionnelles de la part de Claude Puel et de ses hommes. C'est pas possible d'encaisser deux coups francs comme ça, quoi. Ah, et puis en plus, qu'on n'est pas en train de parler d'un défenseur buteur en temps normal. Enfin, mais il remontait à quand le dernier but de Marcelo contre Angers il y a un peu plus d'un an. Mais de toute façon, Lyon avait pas marqué sur corner, par exemple, depuis la première journée 2019-2020. Ouais, tu vois. Ça en dit long sur la disette qui régnait à Lyon. Mais même de manière globale, tu vois, genre chaque coup franc, chaque corner était super dangereux. En première mi-temps, t'as Thiago Mendes plus d'une fois qui est tout seul, qui s'élance plus haut que tout le monde pour mettre sa tête, c'est raté. T'as Kadewere qui marque le premier but il est quasi tout seul, il peut ajuster Moulin. T'as deux fois du coup Marcelo, comme on l'a dit, qui est laissé tout seul, mais en plus complètement seul, quoi. C'est même pas, il y a même pas, tu vois, une domination dans les airs, quoi. C'est qu'il est le seul à sauter. Et tout le monde est en retard, ils savent pas s'aligner, les zones sont même pas bien défendues. Je sais pas, même c'est une analyse bête, hein, mais quand tu te fais prendre comme ça sur coup de pied arrêté en première mi-temps, faut peut-être ajuster sur la deuxième. Ou tu vois, Moulin, c'est le gardien, celui qui voit un peu tout de loin, il doit aussi corriger ses hommes en deuxième mi-temps. Et il a pas le niveau Ligue 2, hein. Non mais c'est terrible de se dire que même le gardien expérimenté, c'est quand même plus âgé sur le terrain. Il est trop nul.
Il est trop nul. Il est vraiment trop nul. C'est grave. Je vous jure, je comprends pas comment à Saint-Etienne, ils ont réussi à renvoyer. Enfin, bon, si, il y a eu tous les problèmes, tout ça. Oui, c'est d'autres questions. Mais mon Dieu, comment tu peux garder un mec aussi nul, sérieux? Il est trop nul. Il y a vraiment rien qui va. C'est vrai que, attends, moi je suis désolé, mais je suis d'accord avec toi parce que c'est trop bizarre qu'on puisse dire. Parce que Puel, l'argument qu'il avait sur Ruffier, c'était quand même que Moulin était meilleur que lui. Mais il a pas une jambe de Ruffier. Au tout début de l'embrouille, c'était justement que Puel avait décidé de mettre Ruffier parce que Ruffier était pas bon l'année dernière. Faut quand même le souligner. Il était au même niveau que l'équipe, il était pas bon. Et qu'en gros, l'une des explications de Puel, voilà. L'argument de Puel, c'était que Jesse Moulin avait un meilleur jeu au pied que Stéphane Ruffier. Ce qui, dans l'état, est peut-être la seule qualité de Jesse Moulin ces derniers temps. C'est peut-être son. Oui, enfin, c'est pas la qualité première qu'on demande à un gardien, quoi. Ouais, je suis d'accord. On lui demande d'avoir des mains à la base. Une frappe sur deux, une frappe cadrée sur deux et ça fait but. Sur le but de Kadewere du gauche, là. Sa frappe, elle est molle comme tout. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Il fait une parade. Mais les mecs, j'y pense. En fin de match. Mais. Moi là, j'y pense là à la dernière frappe de Slimani là comment ça s'appelle? Non, où il est vraiment de dos, il fait une talonnade, tu vois. Mais mec, mais moi si celle-là elle rentre, mais laisse tomber, enfin il est vraiment catastrophique, c'est tu vois, et en plus tu dis que Ruffier, le problème qu'il y avait avant, c'est qu'il était au niveau de l'équipe. Mais là, le problème, c'est que Moulin, il est même pas au niveau de l'équipe. Il est vraiment, c'est un fléau dans l'équipe. Il est trop nul. Voilà. Je tenais à le dire et je pense que la plupart des supporters de Saint-Etienne partagent cet avis. C'est bien beau d'avoir l'amour du maillot, mais il faut avoir les jambes qui vont avec. Sinon, ça sert à rien. Là, Saint-Etienne, c'est le maintien, là, quand même. Ah ouais, attendez, Leandro Prono, en début de saison, il avait dit quoi? Saint-Etienne va jouer le play-off. Ah non. On retient, les mecs. Hein? Et Nîmes jouera quoi? Nîmes, t'inquiète. Je pense 17ème, je pense on va finir 17ème, je pense. On a beaucoup tapé sur Moulin, et moi, j'aimerais mettre en lumière la prestation d'un futur grand. Je pense que c'est Maxence Cacré. Ouais, il est trop fort. J'ai cru que tu allais me parler de Gournaboite à Saint-Etienne. Mais... non, mais après on va parler aussi de Cafou Dubois, mais d'abord faut quand même parler de Maxence Cacré qui Cracré, tu veux dire. Ouais, c'est ça, qui a été un peu pas blacklisté par Garcia parce que c'est un gros mot, mais qui a eu un séjour sur le banc assez long parce que Paqueta a explosé et que le milieu à 3 Mendes, Aouar, Paqueta marchait très bien. Mais Cacré, quel plaisir sur le terrain, quoi. C'est un gamin de 20 ans, 21 ans. Ouais. Tout est juste, tout est dans le bon tempo. La tête levée à 99,9% du temps. Les passes bien senties, par exemple son décalage de Chiglio qui amène les corners et l'ouverture du score de Kadewere. Par exemple, cette passe-là, il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain en Ligue 1 qui peuvent la faire, par exemple. Non, mais c'est surtout que c'est full caviar, quoi. Le mec, vraiment, un Xavi d'une autre époque, il est trop fort. Il est magnifique. Franchement, je vous jure que le milieu de terrain de l'équipe de France, il n'y a pas de problème à se faire. Hein. Ni milieu, ni défense. Je pense que la prochaine génération va être tellement forte aussi, tu vois. Et il en fait la génération actuelle qui est très forte. Et on a encore des espoirs qui sont très forts. Et qui sont très jeunes. Des jeunes qui vont arriver et qui sont très jeunes. Ah ouais. Et tu vois, si hier Cacré a brillé aussi, je disais que si Cacré aussi, il avait brillé aussi offensivement hier, pas oublier que là défensivement, on l'a moins vu à l'œuvre, mais c'est quelqu'un qui, par son sens du placement et de l'anticipation, est quand même excellent dans la récupération. Ouais, mais tu vois, s'il avait un physique d'1m90 pour 90 kilos, il serait pas, voilà, il aurait pas les mêmes aptitudes. Et non, mais c'est un joueur qui est super précieux et qui serait, je pense, titulaire dans 99% des équipes de Ligue 1. Et à Lyon, ils ont le luxe de pouvoir mettre un mec comme ça sur le banc. Et c'est vrai que c'est un choix de riche pour Rudy Garcia, mais là, il a parfaitement saisi sa chance et on l'a retrouvé au même niveau qu'on l'avait laissé au Final 8 cet été. Quand la Juve, incroyable.
Non, mais ouais, c'est clair que ça fait plaisir de le voir. Mais après tu vois, il y a aussi ce côté où Cacré-Brie, c'est un jeune du centre de formation et tout. Et après, il y a Rudy Garcia qui agace tout le monde, qui agace tous les supporters et tous les amoureux du centre de formation de Lyon. C'est ces changements à la 85e minute. Et il a tenté de s'expliquer en conférence de presse. Certains valideront ou pas j'allais dire son choix. En gros, que ses remplaçants face à Metz n'avaient pas été au niveau. Et donc du coup qu'il a un peu privé les remplaçants de temps de jeu, mais tu vois, faire rentrer les gamins comme Melvin Barr, Ryan Cherki, etc. à la 85e minute pour leur donner 5 pauvres minutes de temps de jeu, alors que tu sais que en France c'est 5-0. En France c'est courant qu'il n'y ait pas de temps additionnel quand il y a des gros scores comme ça. C'est plus que dommage, quoi. C'est dans des matchs comme ça que tu te dis où en gros Ryan Cherki a rien à perdre, il peut se faire plaisir. En plus, dans un derby, il connaît un peu les tensions et tout ce qui s'ensuit. Tu vois, c'est dommage de voir des jeunes comme ça rentrer aussi tard dans le match, dans un match qui est plié depuis 20 minutes. Quoi. Mais c'est surtout comment il explique. Après, ça justifie. Ouais, c'est ça. C'est la manière dont il explique. Encore, on va dire, si on veut vraiment essayer de le comprendre, pour Ryan Cherki, je crois que c'est lui qui perd le ballon sur le but messin le week-end dernier. Et bon, c'est quand même le seul qui, quand il est rentré, a essayé de jouer aussi vers l'avant. Bref. Mais pour un mec comme Melvin Barr, par exemple, quel message tu envoies? Parce que Malo Gusto, il rentre 1 minute, même pas. C'est scandaleux. Il touche même pas le ballon. Il a même pas touché le ballon. Et pour Melvin Barr, c'est en fait en voyant les prestations de Deschilio, parce que à part sa frappe qui a fracassé la barre de Moulin, je trouve c'était le Lyonnais qui était en dessous à mon goût. Et ouais, dans une victoire 5-0, il arrive à être pas bon, quoi. Deschilio, vous aimez pas? Ah ouais. Ah non, moi je l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé dégueulasse, non. Bon, déjà à la Juve, il avait un niveau exécrable. Alors là, en plus à Lyon, on n'est pas arrivé à briller dans une équipe qui dans un match où tu mènes 5-0. Moi, je trouve ça grave. Et en fait, c'est juste simplement pas les passes droits, parce que c'est pas ça, mais si, un peu, parce que là c'est son choix. Hein. Qu'il ait autant de crédibilité aux yeux de Garcia alors qu'il enchaîne quand même les matchs insipides, je trouve ça dommage. Et Melvin Barr doit quand même se poser pas mal de questions, parce que il pourrait quand même aspirer à avoir beaucoup plus de temps de jeu, quoi. C'est clair. Je rappelle que cet été il y avait le Bayern, c'est dans la politique du Bayern de recruter et après de les laisser exploser, soit en deuxième division allemande, soit en prêt. Mais oui, on voit Kouassi et Thiago Dantas qui ont été recrutés cet été, ils jouent pas avec la A, tu vois. Voilà, mais c'est dans l'idée du Bayern, dans le projet Bayern, un peu de miser sur des jeunes. Si le Bayern est quand même sur Melvin Barr, c'est que le gamin a des qualités. Et je pense que tous ceux qui ont pu voir Lyon en Youth League les années précédentes ont compris que Melvin Barr et Ryan Cherki avaient du ballon. Et Maxence Cacré marchait déjà sur la plupart des milieux de son âge. Il y a un autre truc aussi que j'aimerais parler, c'est Cafou Dubois. Alors hier, à ma grande surprise, Léo Dubois était brésilien, avait du sang brésilien. Je sais pas comment l'expliquer, mais il a été tout simplement incroyable. J'ai pas de souvenir de l'avoir vu à ce niveau-là depuis qu'il est dans le circuit. Ça fait du bien. Après, la question c'est toujours la même. Est-ce qu'il va continuer? On se rappelle à l'aller qu'il avait déjà vanné un peu les Stéphanois. Je crois que c'est quand Bonga rate son penalty et il y avait eu le screen de son visage. Exactement. Mort de rire. Ça l'avait beaucoup poursuivi. Il y avait un peu, j'allais dire pas de tension, mais de petits clashs sur les réseaux avant le match des Stéphanois qui espéraient avoir leur revanche. Et merde, Dubois a répondu sur le terrain avec 2 passes D. C'était Cafou Dubois Beckham, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était tout ce qu'il faisait hier était réussi. Offensivement, c'était propre. Il débordait tous les Stéphanois qui se présentaient devant lui, même défensivement, il faisait le taf. Une grande prestation de sa part. Ouais, c'est clair. C'est clair, il a été vraiment, vraiment très très bon. Franchement, c'est vrai que moi aussi j'étais assez surpris par la prestation de Dubois. J'ai pas compris, quoi. Donc je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un joueur comme ça, quoi. Quand tu fais la comparaison avec De Seglio, qui sont un peu deux joueurs, je trouve, tu vois, pas du même niveau, mais qui enchaînaient les prestations de même calibre, on va dire, tu vois, où ils apportent pas grand chose et tout. Tu vois, Dubois hier, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est peut-être le derby. Le derby, là. On sait qu'il a vachement chambré un peu après sur les réseaux. On avait un peu des photos et tout où il mettait le 5 comme ça. Voilà, quoi. Je pense que le derby l'a un peu transcendé
peut-être qu'il a des jambes et tout. Donc après, il a pas trop été embêté sur son côté non plus, quoi. Donc il s'est dit que voilà, je peux y aller. Après, un but, deux buts, j'ai la confiance. Il y a personne qui me passe. Donc après, ben ouais, c'est vrai qu'à un moment il fait une roulette et tout. Après, il enchaîne sur une passe derrière. C'était incroyable, quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais il a été bon. Hein. Équipe de France quand même. Hein. Ouais, non, mais d'un point de vue, j'allais dire classement, quand on voit Lille ce week-end, le PSG, Lyon, Monaco, oui. Tu m'as fait perdre mes mots. Non, mais voilà, est-ce que ça y est, Paris est à la main et la lâchera plus ou presque? Est-ce que Lyon a quand même bien réagi après ses défaites surprises face à Metz la semaine dernière? Ça leur a peut-être aussi mis un petit coup de boost, on va dire, tu vois, où ça les a remis dans le droit chemin, ce qu'on disait la semaine dernière dans le podcast. À voir au retour des Coupes d'Europe, en fait, si Lille va lâcher un peu de jus en semaine, surtout qu'il joue contre l'Ajax, c'est pareil pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que ces deux confrontations face au FC Barcelone, enfin, on peut pas dans notre jugement sur le classement final occulter le fait que ces deux équipes vont remettre les pieds en semaine sur le terrain, tu vois. Et ça va pas être le cas de Lyon et de Monaco. Est-ce que va pas y avoir un coup à jouer pour ces deux équipes-là? Ouais, ça, on sait pas. On va voir aussi Paris par rapport à justement la confrontation qui arrive en Ligue des Champions. Si ça se passe bien contre le Barça, c'est quand même un 8e de finale déjà. C'est contre le Barça, il y a un changement de coach, pardon. Donc est-ce que si ça passe, si la double confrontation se passe bien, il passe. Bon après on sait pas ce qui peut se passer. Si il y a une déception en Ligue des Champions encore contre en 8e de finale, encore contre le Barça. Pochettino, etc. Comment ça va se passer après le reste du championnat avec une déception? On peut se rappeler l'humiliation face à United. C'était une fin de championnat en roue libre. Voilà, c'est ça. Il y avait la défaite à Nantes, etc. Où l'équipe Thomas Tuchel, il a ramené 15 joueurs sur la feuille de match au lieu de 18. Enfin, on est habitué au PSG à baisser les bras ou du moins à se déconnecter, à déconnecter le cerveau complètement s'il y a une désillusion en championnat. Et contrairement aux années précédentes, il y a que 2 points d'écart avec Lyon qui est 3e, par exemple. Je tiens juste à dire aussi que le PSG est la meilleure attaque de Ligue 1, mais est suivi très près par Lyon avec 44 buts contre 48 pour le PSG. Et la 3e meilleure attaque de Ligue 1, Maxime, c'est qui? C'est Monaco avec 42 buts. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette 21e journée de Ligue 1. On va passer à l'équipe type de la rédaction. Alors, Leandro, je suis désolé, mais il n'y a pas de ni moi cette semaine. C'est pas de ma faute. Cette semaine, c'est pas bon. Pas de la faute de la rédaction. C'est pas de notre faute. Il n'y a pas de ni moi. Il n'y a pas eu de match. Je suis désolé pour toi, mais de toute façon, ça va être compliqué avec tous les gros scores parce qu'on commence avec Benoît Costil dans les cages. On n'a pas parlé des Girondins de Bordeaux. Enfin, on en a brièvement parlé dans l'introduction, mais une 3e victoire d'affilée. Un top 10 retrouvé. Un Ben Arfa de retour. Un Adli, encore une fois, brillant. N'est-ce pas, Leandro? Oui. Non, en plus, je trouve que, moi, du coup, j'ai regardé le match sur la télé portugaise et tout le monde parlait d'Adli. Il se disait, on peut comprendre qu'au Paris Saint-Germain, tu vois, genre, il y a énormément de talent, etc. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre comment ils avaient pu lâcher un joueur comme ça et surtout au prix auquel il est parti. Donc ça s'enflamme un peu pour un match. J'ai l'impression qu'ils étaient pas. Non, mais après. Dans toutes les semaines. Non, t'as bu, c'est pas le premier match où il est si bon, mais non, là, il était très très fort, mais c'est un crack. Là, hein. Mais oui, c'est un crack. C'est bon. Il y a Lucas qui est de retour. Lucas, on parle de Yacine Adli. Ah oui. Ouais, moi j'adore. Non mais dans mon équipe, j'ai eu Morgan Sanson et Valentin Rongier. Yacine Adli, pour moi, c'est Xavi. Non mais je te jure, hein, moi pareil. Hein, depuis qu'il est j'ai dit. Limite l'an dernier, certains matchs que je regardais de Bordeaux, c'était et pour lui et pour Maja. Donc non, franchement, kiff. Dommage que ce soit un Parisien, Lucas. Ouais, bon après on peut lui faire oublier. Ce sera pas le premier, tu me diras. En défense, vas-y. Non mais j'allais dire en plus quand tu connais les moyens de l'OM et les difficultés de Bordeaux ou quoi et que tu vois ton milieu, franchement c'est un joueur que tu devrais encore t'intéresser et envoyer peut-être une petite offre à Bordeaux parce que je pense pas qu'ils vont réclamer des millions. Non, on a déjà parlé, c'est un joueur qui est tellement imprévisible que c'est forcément un joueur où tu cliques sur son match quand tu sais qu'il est titulaire ou dans un bon jour. C'est clair que il fait partie de ces joueurs qui peuvent te pousser à regarder les matchs comme l'a dit Leandro. Je pense qu'il manque de régularité quand même si on voit que c'est un super joueur. Il manque encore de régularité, je trouve. Ouais, mais c'est la jeunesse, on va pas lui en vouloir.
C'est ça. Il apprend. Donc, je pense qu'à Paris, il aurait pas appris comme il est parti justement à Bordeaux. Et c'est le fait d'aller dans un club moins huppé que le PSG qui te fait progresser aussi. Et on voit en plus que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Hashtag Aouchiche. Ouais. Moi, je me rappelle d'un match Je suis tellement triste, Aouchiche. Je me rappelle d'un match d'Ali, moi, en National 2 que j'avais été voir face à Wassel, et en marchant, il était déjà au-dessus de tout le monde. C'était quand même quelque chose d'incroyable. Enfin bref. En défense, on va retrouver Léo Dubois, évidemment, à droite, à côté d'une charnière, Marcelo Kouyaté. Pareil, Metz, on n'a pas trop parlé, mais encore une victoire. Ça confirme celle face à Lyon, face au FC Nantes de Raymond Domenech. Voilà, et Kouyaté, c'est quand même l'une des belles pioches de Metz, quoi. C'est solide, c'est fort dans les duels. À gauche, je vais dire un peu par défaut presque, c'était Levin Kurzawa qui a quand même été bon, mais il n'y a pas eu de latéraux qui ont été exceptionnels ce week-end, mais il a porté. Il aurait pu marquer le but de l'année. Il aurait pu marquer un des buts de l'année avec sa retournée. Et voilà. Au milieu de terrain, Maxime, qui retrouve à ton avis Allez, de tête, Aurélien Tchouaméni. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on était obligé de mettre un monégasque au minimum pour leur victoire. À côté de lui, on en a dit que du bien il y a quelques minutes. C'est Maxence Cacré. Les deux milieux offensifs, alors Neymar côté gauche, qui a pas marqué, mais qui était encore une fois. Il aime bien Montpellier, on va dire. Hein. Il aime bien dribbler les joueurs de Montpellier. Il aime bien distribuer ses caviars. Il y avait pas son copain Andy Delors sur le terrain, mais ça l'a pas empêché de faire un gros match. Et à droite, quelqu'un qui enchaîne aussi les présences dans l'équipe type, c'est Farid Boulaya. Lucas en a parlé cette semaine à Marseille, notamment dans les rumeurs. Lui aussi, c'est un joueur, j'imagine, que tu prendrais sans rechigner. Bah là, en ce moment, je prends à peu près tout le monde. Je crois que si tu veux, j'ai un bon coup pour toi. De quoi ? J'ai un bon coup pour toi, Lucas. J'ai un Lamine Fomba, je te le fais à 8 millions. Il y a l'attaquant Nîmois, Leandro. Non, mais attends, mais en vrai de vrai, je sais pas si vous en rendez compte, hein, juste on en parle 30 secondes. Marley Haké, début du mercato, ça l'a envoyé au Havre, au fin fond de la France, et à Nîmes. Et demain, il va être à Turin avec Cristiano Ronaldo, c'est n'importe quoi. Il a une vie de fou furieux, ce mec. Bref, juste petite parenthèse. Tu nous as coupé sur Farid Boulaya pour nous parler de Marley Haké qui retrouve Cristiano Ronaldo. J'ai l'impression que tu l'envies un peu. Oui, bah écoute, il y a de quoi. Hein. Franchement, les ligaments croisés, quoi. Un peu, on a tous un peu connu. Hein. Ouais. Vivement qu'on fasse un five tous ensemble. Et en attaque, il y a bien évidemment Kylian Mbappé autant d'un doublé et l'homme du derby au LSSE comme au match aller, Tino Kadewere. Je pense qu'on a fait le tour de ce podcast, pardon. Merci tout d'abord à Doumam de nous avoir accompagnés. Merci à vous, c'était trop cool. C'était grave ça t'a cool. Plu et que ça m'a grave sûrement repiquer une tête dans le podcast et pourquoi pas c'est sûr. Un titulaire. Ah ouais, j'aimerais bien. En tout cas, je postule. Là, on forme une petite équipe de five assez sympa, j'ai l'impression. C'est sympa. Merci à toi, Lucas, de venir semaine après semaine et de voir ta motivation descendre petit à petit face aux prestations de l'OM. Bah, merci à vous d'écouter, me raconter ma tristesse. On est ton journal intime un peu, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai l'impression d'être un alcoolique qui se présente à ses réunions chaque semaine. Sauf que j'arrive même pas à me sevrer en plus de ma drogue, moi. Putain, je te jure, on est dans la same life, hein, vraiment. Hein. Force à toi, Lucas. Hein. On est ensemble. Ouais, mais à la fin de la saison, on n'a ni Arpinon ni André Villas-Boas. C'est vrai. On l'espère en tout cas. En tout cas, on te le souhaite. Arpinon, s'il se maintient, pourquoi pas rester? Ouais, d'accord. Ouais. Allez, ciao. Et toi, merci d'être venu malgré, l'absence du Nîmes Olympique cette semaine. On l'a compris. Tu crois que le Nîmes Olympique dérange dans sa lutte pour le maintien? Au calme, c'est pas grave. Depuis les moins 8 points. Oui, voilà, le Nîmes Olympique est seul contre tous face à la LFP. C'est ça. Écoute, on fait avec. Et de toute façon, vive le football, c'est tout ce qui compte. C'est beau ça. Et enfin, merci à Maxime qui, lui, de toute façon, ces dernières semaines, le mois de l'année 2021, j'ai envie de te dire, heureusement que tu viens sur le podcast. Tu étais content de venir. Je suis très content de venir. Et autre chose pour laquelle j'étais content cette semaine, c'est que je suis allé au Gabriel Montpied pour voir Clermont-Auxerre. Et je vous jure, les gars, c'était le plus beau match de football que j'ai vu dans ma vie au stade. Je vous mens pas, les gars. Attends, et Clermont-Grenoble de mercredi?
Ça, c'était plus compliqué. Clermont éliminé qui jouera pas contre Monaco. Mais l'essentiel, c'est le championnat. Et je vous jure que les mecs, le Maxime Nico Pascal n'aura pas Gassien, lieu quand même. c'est incroyable. Franchement, jetez un œil à la Ligue 2 cette saison parce qu'il y a des duels de tous les côtés entre Troyes, Clermont, Toulouse, Auxerre. Ça joue. Franchement, c'est un beau match. Moi, je me suis branché dessus aussi en cours et c'était un beau match. Il y a moyen que je m'y penche l'année prochaine, mais on verra. Par défaut. Et Max, il y a peut-être une bonne nouvelle pour les fans de Clermont qui pourrait arriver prochainement sur le site aussi. On va pas trop en vendre. Peut-être, on espère. Secret, mais peut-être que Clermont pourrait venir sur Made in Foot prochainement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette journée. Merci à tous de nous écouter de plus en plus chaque semaine. Vous retrouvez Leandro sur le compte Twitter de Made in Foot surtout, c'est comme lui qui anime un peu tous nos réseaux sociaux. Vous retrouvez Maxime et moi sur la chaîne YouTube pour un JT tous les jours. Lucas qui fait les résumés de l'OM. On essaie de lui laisser au plus possible parce que comme ça on se tape pas les matchs de l'OM, on va le dire clairement. Merci pour le cadeau. Autant qu'il souffre tout seul. Et on retrouve Doumam aussi sur Twitter. Je mettrai le lien en description. Et sûrement sur notre Twitter aussi, si vous voulez vous abonner à Doumam, suivre ses commentaires pertinents sur Twitter. Et puis, qui devrait, j'ai envie de dire, venir très souvent dans le podcast maintenant. Voilà. Ouais, avec grand plaisir. Merci à tous et puis bonne soirée. Merci les gars. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Bye. À très vite. Bis. Ciao, ciao.